Bonjour. Je suis bien contente de pouvoir faire cette conférence de presse avec Monsieur Maï. C'est un acteur très important dans cette pandémie et il y a des projets intéressants qui vont voir le jour. Cette pandémie nous demande un effort de tout le monde, que ce soit en tant que société. Ça demande aussi, ça encourage aussi la recherche. C'est un défi pour ce virus que nous ne connaissons pas. Donc, nous mettons tout pour combattre ce virus. Le virus est toujours présent. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de médicaments, pas de vaccins. Il faut vivre avec. Et pendant que ce déconfinement va ouvrir petit à petit nos activités, donc il est très important que nous prenions les précautions nécessaires, que nous prenons tous les moyens pour ce faire et pour ralentir ou tenir à un bas rythme l'évolution du virus. Donc, nous avons des moyens beaucoup bien différents qu'au départ. À ce jour-ci, nous sommes prêts. Nous avons connu le virus, nous savons ce que c'est, parce que nous avons eu cette première vague qui n'était pas trop importante si on compare la situation à celle de nos pays voisins. Nous savons ce que le virus signifie pour nos hôpitaux, ce qu'il faut comme soins, comme matériel pour gérer le virus. On connaît le virus également, on savant ce qu'il faut comme moyen de protection pour notre personnel qui est en contact avec les gens qui sont infectés du Covid. Donc, toutes des circonstances que nous ne connaissions pas au départ, faute de connaître le virus. Entre-temps, la situation s'est calmée. On voit que les chiffres des nouvelles personnes infectées se réduisent. Donc, on voit un petit peu de la lumière au bout du tunnel. Nous n'avons qu'une vingtaine de personnes en soins intensifs. C'est une situation qui nous donne de la confiance. Donc, on est bien prêt pour prendre engager de nouvelles étapes et venir dans une situation où on vit avec ce virus. Trois choses sont importantes durant le déconfinement. Il faut éviter que le virus se répande. Il faut de la discipline, de la créativité de tout le monde. Il faut garder sa distance. Il faut voir comment commencer les activités tout en ne se rapprochant pas de trop. Donc, on n'y avait pas l'habitude de le faire. À côté de cela, il est également très, très important de mettre tout en œuvre pour effectuer des tests. Donc, utiliser tous les nouveaux tests que nous recevons pour que les gens qui sont positifs, pour qu'on puisse les isoler des autres personnes, afin qu'ils n'infectent pas, ne contaminent pas d'autres personnes. C'est très, très important pendant la crise et pendant les semaines et mois à venir, c'est d'autant plus important. Il faut également tout mettre en œuvre et la recherche il doit y contribuer pour connaître le virus. On doit comprendre ce virus, comprendre ce que ça signifie, ce virus, comment il se développe. Il faut également comprendre comment il faut le juguler, comment il faut empêcher qu'il ne se répande. Donc, un acteur indispensable qui nous a accompagnés dès le départ sur notre chemin du virus. Donc, nous avons travaillé ensemble avec les acteurs sur le terrain au ministère de la Santé, avec donc les docteurs, les médecins, le personnel de la santé, mais aussi la SATEC, les personnes qui nous ont aidés à faire des modélisations. Nous avons également travaillé ensemble avec les experts autour du virus, les virologues, l'Institut afférent. Donc, il nous a donné des conseils pour mettre en place des procédures pour gérer le virus. Nous avons travaillé de manière informelle avec notre ministère là maintenant. Donc, nous avons formalisé donc maintenant. Nous avons fait un partenariat avec la recherche, avec l'Université de Luxembourg ce dernier week-end. Et nous avons décidé de travailler avec ces personnes-là pour qu'ils nous donnent des données, nous fassent des rapports réguliers et interpréter nos chiffres. Nous avons maintenant un partenaire fixe dans le domaine de la surveillance et de l'interprétation de nos données.
En dehors de ça, depuis le 8 avril, nous avons un grand projet avec le Luxembourg Institute of Health, le virus une grande étude où on prend un échantillon de la population qui est screené. 1800 personnes vont participent jusqu'à ce jour. Ils sont testés régulièrement. On teste la prévalence du virus, également la présence d'un éventuel anticorps. Donc c'est un projet très important que nous faisons ensemble avec la recherche dans ce pays pour avoir une belle vue d'ensemble de l'évolution du virus. Ce sont des chantiers très particuliers que nous avons créés ici dans le domaine de la recherche autour du virus. On ne va pas s'arrêter là. Le pas prochain, donc, qui s'inscrit dans notre stratégie de test, c'est un projet très ambitieux qui va nous permettre de tester petit à petit de grandes parties de notre population et d'avoir un aperçu général de notre pays, donc tel que ce n'est le cas pour aucun autre pays. Le virus, c'est une nouveauté pour nous. Donc, je vais revenir un moment à notre stratégie générale. Elle est compliquée, il y a beaucoup d'évolutions nouvelles parce qu'il a d'abord mettre une équipe en route pour tester. Donc, comme c'est nouveau, le virus, il n'y avait pas le test qui était prêt. Donc, nous étions prêts très rapidement avec le LNS, donc avant même le premier cas, pour effectuer ces tests dans ce pays. Et là aussi, on fait une première catégorie de tests, les tests réactifs. Qu'est-ce que c'est? Nous avons des gens qui présentent un symptôme, et puisqu'ils ont ce symptôme, nous les testons et on voit s'ils sont positifs ou négatifs. Donc c'est un processus normal de test. Il va continuer dans ce pays. Et à l'heure actuelle, donc, toutes les personnes qui présentent des symptômes, on peut les tester par les tests en place. Une capacité de 1000 tests par jour est possible. Après, on va également tester de manière proactive. Pourquoi n'avions-nous pas été en mesure de le faire au départ? Parce que nos tests étaient limités. Nous n'avions pas le matériel nécessaire qu'il fallait. Il ne fallait pas les quantités, donc on était économe. La même chose que le matériel de protection. Plus on reçoit du matériel des tests, plus on peut répandre notre stratégie. Donc maintenant, on va faire du proactif. Donc on peut se permettre dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux, dans les maisons de soins, partout, il y a des gens qui sont potentiellement en contact avec des gens qui sont plus Covid+, qu'on les teste régulièrement, même les personnes asymptomatiques. On peut également les tester à la demande. Donc la stratégie est de plus en plus poussée pour les personnes qui sont en contact direct. À part cela, la semaine dernière, nous avons lancé un grand projet pour mettre en place un test systématique dans les maisons de soins. Donc vous savez, les personnes âgées sont particulièrement exposées pour avoir des conséquences importantes. Donc comme priorité, nous faisons d'abord un test, large test dans les maisons de soins. Ça avance très vite. Et nous avons déjà testé pas mal de maisons de soins et 2 par jour sont testés également. Donc en plus, il y a un certain nombre d'instituts qui l'ont déjà fait. Donc on rassemble les chiffres et c'est plutôt positif pour nous parce que ça nous permet de voir donc tant les personnes que les gens qui sont domiciliés sont identifiés. Et cela nous permet de mettre en place des mesures pour qu'ils ne contaminent pas les personnes qui travaillent ou résident avec elles. Toujours proactif, nous avons les tests de prévalence que nous avons testés. Qu'est-ce que c'est? Nous prenons un groupe particulier, ce que nous faisions dans le contexte du confinement, quand les chantiers se sont ouverts, le secteur de la construction. Donc, on a calculé un échantillon qui est représentatif de ce secteur. Donc, cet échantillon de personnes a pu être testé avant que le secteur ne s'ouvre le 20 avril. Nous avons les premiers résultats qui sont en attente et on va donc continuer les tests cluster proactifs. Donc, on va le faire également.
Nous avons trouvé un partenaire donc, avec lequel on va travailler. On va travailler avec eux, donc on va en parler en détail. Nous voulons travailler encore plus en largeur pour faire ce test de prévalence sur un échantillon. Donc c'est très important que derrière, on teste vraiment sur une grande envergure. Donc nous allons avoir une grande capacité. Donc c'est un moment très optimiste pour nous. Donc on aura en place une grande surveillance avec de grandes capacités. Donc ce projet a été enregistré pas plus tard que la semaine dernière. C'est un nouveau test. Donc le numéro c'est Odamid System. Donc une autorisation de Luxembourg le 24 avril. Donc plus rien ne s'oppose à ce projet ambitieux qui va être déployé. C'est un grand défi pour la logistique, aussi pour l'analyse des données. On est très content de pouvoir travailler avec un tel partenaire qui nous permet ensemble avec le gouvernement et nos acteurs de mettre en place un monitoring complet. Voilà de mon côté. Encore un dernier mot sur... Merci Madame Lehnert. Beaucoup de choses ont été dites. Je veux encore souligner que toute la communauté de la recherche à Luxembourg, dès le départ de la crise du Covid, s'est mobilisée très spontanément et ensemble avec les autres acteurs, les acteurs des hôpitaux, de la santé. Ils ont vu comment pouvoir mettre leurs compétences au service de la santé publique, mais également de la recherche. Et nous avons donc une large équipe de Luxembourg Institute of Health, of Social Economic Research, de LIS, Luxembourg Institute of Health, le Fonds national de la recherche. Tout le monde s'est mis ensemble. Ils ont vu qui avait les compétences en interne pour donner une contribution. Et donc, nous avons donc de larges compétences ici. C'est très impressionnant. Ça va des compétences médicales et puis des épidémies jusqu'aux conséquences économiques de cette crise. Et même du côté de la recherche, c'est la bonne approche. C'est un défi global. Ce Covid, c'est un défi transversal. Et dans cet esprit, la recherche s'est mobilisée pour nous servir. Donc, cette largeur de manière horizontale et verticale, ça prouve... c'est suite à un appel du Fonds de la recherche où il y a 69 projets qui ont été présentés, 30 vont être présentés. Donc c'est en tout une enveloppe de 1,52 million. Donc là, on voit toute la panoplie de compétences, la recherche médicale, biomédicale, computer science, sciences sociales, économie, droit, histoire. Tous ces secteurs sont représentés et font en sorte de se mobiliser tant pour concevoir le Covid en tant qu'objet de la recherche. Donc ça titille également leur curiosité, mais également pour faire des contributions, apporter des contributions pour les décideurs au niveau de la santé notamment. Le Covid-19 Task Force est un bel exemple qui montre comment la recherche se met au service de la santé publique. Donc, les capacités de tests supplémentaires qui s'ajoutent démontrent vraiment qu'il y aura une nouvelle dimension au niveau du suivi de notre population. Donc, il s'agit maintenant de faire un test à très grande échelle pour après, on aura testé toute la population du pays en ayant un mois, quelque chose qui n'est possible, qui n'a été envisagé par aucun autre pays, avec une capacité de test jusqu'à 20 000 tests par jour. Pourquoi avons-nous cette stratégie? Parce que lors du déconfinement, il est très important de tester, d'avoir des informations sur le virus. Où est le virus? Chez qui? Il se transmet de qui à qui? Quels sont les chemins qu'il prend au travers de notre société? Nous devons apprendre à vivre avec le Covid-19
parce que à court échéance, il n'y a pas encore de médicaments et nous espérons qu'il va se retirer, mais les chances ne sont pas grandes qu'il se retire tout seul. Donc il faut vivre avec le virus, le contrôler, le tester pour recevoir de nouvelles informations, tester de manière ciblée pour pouvoir isoler les personnes. Parce que pour l'instant, il y a encore pas mal de secteurs qui sont encore qui ont été isolés, qu'on va isoler et donc freiner l'expansion du virus. Donc les personnes contaminées, il faut les tester donc à grande échelle et les isoler sans pour autant limiter la vie sociale comme ça a été le cas durant les semaines dernières. Plus de tests, ça veut dire rendre un peu plus de liberté à tout un chacun, autoriser davantage d'activités. Le gouvernement est en train d'examiner comment on peut continuer avec le plan de déconfinement. Donc ceci, c'est vraiment un prérequis important afin de pouvoir garantir plus de liberté et de rendre plus de liberté aux personnes. Si nous savons où est le virus, comment il se répand, alors on peut aussi enfermer moins les personnes et leur garantir plus de liberté. Donc le déconfinement est accompagné de différentes options de tests. Il y en a une qui se rajoute, le large-scale testing, pour voir en temps réel où se trouve le virus, où il se répand. On aura des informations importantes afin de pouvoir prendre des décisions lors du déconfinement et d'agir de manière préventive et pouvoir isoler les personnes positives pour arriver petit à petit à une vie normale pour tous les autres. Donc ce dépistage du Covid-19 à grande échelle, oui, il a un coût et le gouvernement a donné son accord. C'est financé par le ministère de la Recherche, pratiquement jusqu'à 40 millions. C'est en fait la contrepartie de l'effort logistique qui doit être fait pour étayer ce projet et avoir une capacité de jusqu'à 20 000 personnes par jour sur 17 stations de test. Et ces tests doivent être sur base volontaire et tout le monde a la possibilité de le faire. Ceci nous prouve combien on travaille bien ensemble entre les différents acteurs de la recherche, entre la santé, le ministère et d'autres ministères, afin d'aider et mobiliser le plus de force possible pendant cette situation de crise dans laquelle on se trouve toujours ou dans laquelle on se trouvera encore pendant quelque temps. Donc on aura les bonnes capacités pendant longtemps et c'est un bel exemple de la manière dont on fait les recherches ici à Luxembourg, donc de manière concrète. Donc c'est important pour moi, c'est important pour le gouvernement, pour la politique de la recherche et c'est un bel exemple. Encore un petit mot, si on entend que c'est un projet de recherche et je peux me faire tester. Donc la recherche, ce n'est pas faite à l'humain, elle n'est pas faite sur le matériel avec lequel on teste, mais la recherche sera faite par la suite sur base des chiffres qui sortiront. Donc on aura fait des simulations. Il nous faut des variables pour ce faire. Il faut aussi de l'expérience, voir comment le virus s'est propagé. Donc de cette manière, on pourra projeter son expansion dans le futur. Pas mal de questions se posent. Et il faudra donc l'apport de la recherche à Luxembourg, mais aussi dans le monde entier. Qu'en est-il des personnes infectées mais qui ne présentent pas de symptômes? Est-ce qu'ils sont également contagieux? Pourquoi il y a plus ou moins de symptômes, etc. Donc pour toutes ces thématiques, la task force des recherches à Luxembourg est déjà active et elle va également avoir d'autres informations.
encore un petit mot sur les tests avec lesquels nous allons commencer. Nous allons commencer à l'éducation nationale. Donc, nous posons les questions de manière précise. Une question particulière. Est-ce que les enfants contaminent les adultes ou les adultes plutôt les enfants? Donc, on lit beaucoup de choses bien différentes. Et c'est important pour nous, pour le fonctionnement futur. Si on part du principe que le Covid ne va pas disparaître tout seul, c'est important pour continuer le fonctionnement de l'école, de la vie associative, de la vie en société. Il faut donc trouver des réponses à ces questions. Donc cette étude préliminaire qui a commencé ce matin avec des études, des étudiants, des enseignants des dernières années de nos lycées, c'est un test très sympathique parce que nous voulons avoir un aperçu de la situation auprès des étudiants. Cela se repose sur une base volontaire. Les élèves et étudiants ont reçu une invitation de se présenter à un certain moment au laboratoire, soit ils y réagissent ou ils ne le font pas. Une chose est claire, en se faisant tester tous, on se protège en même temps. D'autant plus que c'est le cas donc dans une communauté. C'est comme pour la protection buccale. Nous l'utilisons pour nous protéger et pour protéger les autres. Nous gardons nos distances pour notre protection, pour celle des autres. De la même manière, nous voulons contribuer pour avoir plus de sécurité encore si nous nous laissons tous tester. Donc, je fais un appel chaleureux aux élèves de dernière année et des enseignants pour profiter de cette possibilité. Ça va nous assurer que les écoles vont s'ouvrir le 4 mai, quand les élèves de première rentreront en premier à l'école. On a prévu beaucoup de mesures de sécurité qui vont évidemment restreindre la vie estudiantine à l'école, mais c'est une possibilité que nous donnons à tout le monde pour avoir un petit bout de sécurité de plus. Je pense que pas mal de gens vont le voir de cette manière et la première réaction que nous donnent les laboratoires ce matin nous prouve que beaucoup d'élèves des classes de première et beaucoup d'enseignants ont déjà réagi à cette invitation. Nous savons un petit peu pourquoi ce test à grande échelle est important. Nous voulons également savoir comment il fonctionne. Donc, je vais donner la parole au professeur Ulf Yerbas, le directeur de Luxembourg Institute of Health, qui est également le coordinateur de la task force de recherche, là où cette idée est née. Et les personnes vont jouer un rôle très important dans l'implémentation. Donc, je donne la parole au professeur. Madame la ministre, monsieur le ministre, merci pour cette introduction. Je représente la COVID Task Force à Luxembourg. Donc, Luxembourg est en fait un exemple de la recherche. Donc, il y a les instituts LIST, LISA, l'université, etc., qui savent qu'ils veulent mettre leurs compétences au service de cette pandémie, qui est un défi. Ça s'est fait de manière très vite. C'est le groupe donc, que je représente ici. Je ne peux pas énumérer tous mes collègues, mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées. On a des initiatives concrètes déjà qui ont commencé, des études cliniques notamment dans le domaine de la prévalence, du test de prévalence. Il y a une étude, une autre encore qui est en route pour expliquer un peu les procédés. Donc, il y en a aussi qui regardent les médicaments. Il y en a des groupes qui s'occupent de la qualité des procédures de tests. Il y a des groupes, LISA notamment, qui s'occupent des conséquences économiques de cette pandémie et du confinement sur la société. On fait également de la communication, mais également de la logistique. Donc, c'est important dans une telle situation.
Donc la stratégie de déconfinement, d'exit, nous savons que les mesures mises en place par le ministère de la Santé, ces mesures ont été suivies de manière disciplinée par la population et nous savons que la courbe devient plus plate. Donc comment va on sortir? On a beaucoup de discussions qu'on fait aussi avec les pays voisins. Donc, je comprends mieux comment ça se passe en Allemagne, mais c'est très difficile de savoir d'un côté ce qui se passe au niveau santé, de notre côté de voir quelles sont les conséquences financières et économiques. Donc, nous mettons notre savoir au service des décideurs. C'est important que la bonne décision soit prise. Donc c'est une situation que nous pouvons contribuer, nous le faisons. Donc cette idée à la base de cette grande stratégie de test, vous savez, il y a du confinement dans une pandémie. Vous savez que c'est une phase dans laquelle on suit les différentes personnes infectées. Et si c'est plus possible, si la dynamique éclate, que c'est trop important, alors on se trouve dans une situation de pandémie, un scénario de mitigation. Donc il s'agit d'aplanir les courbes. Les épidémiologues parlent d'un dédoublement. Et s'ils disent que ça s'est passé, ça veut dire qu'un grand nombre de personnes asymptomatiques et positives se trouvent dans une société. D'une part, donc une image positive de l'évolution, la contamination devient linéaire, mais d'un autre côté, il y a toujours un nombre relativement important de patients qui sont infectés du virus, mais qui sont asymptomatiques. Si on veut revenir à un scénario de déconfinement, alors ce nombre de personnes asymptomatiques et positives, et ce nombre de personnes est très important. Si on part du principe que si on se met dans une situation où les chaînes de contamination sont linéaires, mais où nous avons 0,2 à 2% de personnes positives de manière asymptomatique, cela veut dire que si nous avons un groupe de 50 000 personnes qui nous laissons déconfiner, que nous envoyons en un déconfinement, alors jusqu'à 100 000 personnes positives seront parmi ces personnes. Et ça veut dire qu'il y aura de nouveau une dynamique de contamination rapide. Ou alors, cette valeur de contamination va remonter, donc c'est la deuxième vague. Dans ce pays, nous sommes dans une situation très privilégiée, un secteur de la santé très bon, mais aussi une population qui est visible, donc on peut superviser donc, le tout. Donc d'un coup, on a donc la santé, d'autre côté, on a les intérêts économiques, bien sûr. Donc il faut avoir des contingents de personnes qu'on teste, et de sorte qu'on puisse enlever les personnes asymptomatiques de ces groupes. On peut le faire, d'une part, en attendant jusqu'à juillet probablement, ou on peut le faire en étant préactif, prendre ce contingent et le tester maintenant. Ce qui se passe alors après les tests, le nombre de personnes asymptomatiques sera plus ou moins égal à celui qu'on aurait si on attendait. Donc ça veut dire qu'on gagne du temps en utilisant ce contingent. Et ça, c'est la base sur laquelle repose cette stratégie. Donc, d'une part, créer une capacité, donc contingenter les personnes, afin de pouvoir les tester de manière contrôlable. On est en train de le faire et on va faire en sorte d'implémenter, de mettre en œuvre ce projet dans les semaines qui viennent.
Ce n'est pas trivial dans la situation de santé actuelle. Ça veut dire qu'à partir du 19 mai, on serait en mesure de tester 20 000 personnes par jour. De plus, donc la répartition de la population en groupe ou contingent, on serait en mesure de tester 50 à 100 000 par semaine, mais il ne faut peut-être pas aller jusque-là. Donc, ces groupes entre 50 et 100 000 personnes. Donc, la semaine prochaine, ce seront les écoliers, 7 500. C'est une décision politique, d'une part, mais aussi de la prévalence dans ce groupe. C'est important aussi. Si nous avons une représentativité dans cette prévalence, il peut y avoir des différences importantes dans les différents groupes. Nous en tenons compte dans notre stratégie avant de relâcher un contingent du confinement. On va établir un quota de représentativité qui nous indiquera quelle est la hauteur du degré d'infection. Si ce quota est bas, on va attendre avant de faire les tests en grande envergure. Et dans le cas contraire, on va tester avant de relâcher les personnes du confinement. Ça veut dire on définit les contingents, on établit des cohortes, puis on teste. Et après que ces contingents s'arrivent à un niveau très bas d'infection, alors on peut décider comment procéder par la suite. Donc, on va prendre des groupes qui sont représentatifs de manière statistiquement, et on arrive, s'il arrive de nouveau des infections en avalanche, donc on pourra le détecter. Donc, si la situation va peut-être devenir plus dynamique que prévu, si c'est le cas, on pourra tester de nouveau des contingents importants. Ce qui est important, c'est le dashboard ou le monitoring. C'est une contribution de la recherche Luxembourg. C'est pas trivial. Il faut établir les valeurs quotidiennes par le ministère de la Santé. On va calculer combien la situation est dynamique. Il faut voir tout sur 2 semaines, sur un temps de 2 semaines. Si cela se fait, on serait alors en mesure de voir comment les mesures de déconfinement ont des suites donc, sur la stabilité de la situation. Donc, si nécessaire, il faut donc intervenir et avoir la capacité de tester à grande échelle. Par ces mesures, on sera donc en mesure, si on y arrive, si on a ces capacités jusqu'au 19 mai, donc il faut donc faire une pondération entre la sécurité de la population et les aspects économiques. Donc, on pourra boucler la boucle à Luxembourg. C'est une chance unique qui commence avec les élèves. Et je vous prie instamment, tous ceux qui ont la possibilité, qu'ils se fassent tester. Faites-vous tester, c'est une contribution essentielle à la faisabilité du déconfinement. Une contribution très importante pour que dans les semaines et mois à venir, vous pourrez donc avoir une vie plus libre. C'est aussi une contribution importante pour vos concitoyens. C'est de cette manière que se présente la stratégie que nous avons donc élaborée ensemble avec les ministères. Je vais commencer par les questions de la presse. Premier set de questions de RTL Télé-Radio. Première question. Les tests qui sont
faits auprès des jeunes? De quels tests s'agit-il? Des tests rapides ou les tests classiques PCR? C'est le nouveau test PCR qui est autorisé depuis vendredi, enregistré dans ce pays, également dans l'Union européenne, par décision de la direction de vendredi dernier. Pourquoi on commence ces tests auprès des écoles? Pourquoi? Il m'était important qu'après que les écoles aient été fermées pendant des semaines, qu'elles s'ouvrent, de nouveau, notamment les élèves de première, pour qu'ils aient une sécurité maximale. Donc je comprends tous les soucis que les élèves, les parents, les enseignants puissent avoir. Est-ce bien correct de retourner à l'école? Nous allons tout faire du côté de la santé, du côté de l'éducation, pour que les élèves puissent aller de manière sûre à l'école. Et ceci, ça nous permet de donner un sentiment de sécurité. Donc, le 4 mai, on retourne à l'école et on avait eu la possibilité de tester avant. Donc, c'est une protection supplémentaire à laquelle on peut contribuer. Donc, je suis vraiment reconnaissant qu'on a pu donc mobiliser cette possibilité de testing. Donc, c'est prévu pour d'autres secteurs, bien entendu. Et chaque fois, après une certaine démarche durant laquelle on regarde où cela a du sens de tester. Je dois vous dire, je suis impatient d'attendre le résultat. Le seul résultat qu'on aura, c'est combien de personnes parmi celles testées s'avèrent positives. Nous ne savons pas combien, la direction ne le sait pas non plus, nous ne savons pas qui a participé. Ce sont toutes des informations qui vont faire leur chemin de la même manière que pour un autre test, mais ça nous intéresse très fort. Donc, combien de personnes seront positives pour avoir une meilleure sensibilité sur ce qui va se passer dans les écoles. Il a été dit pendant longtemps que le testing n'avait pas de sens et que ça donnerait une fausse sécurité aux personnes négatives parce que ce serait uniquement une représentation instantanée et que le lendemain, les gens pourraient être contaminés, être positifs. Donc, mis à part les buts de recherche, comment cette procédure de test peut aider? C'est un moyen parmi beaucoup de moyens. Il n'y a pas de certitude à 100%, ça on le sait depuis le départ. De nouveaux produits sortent sur le marché, on apprend des nouveautés sur le virus, il y a des nouveaux tests qu'on teste d'abord avant de les lâcher, de les effectuer. Donc un test qui est fait aujourd'hui n'est pas une sécurité pour demain. Ça nous aide pourtant à comprendre. Nous faisons tout ce qu'on peut pour apprendre comment le virus se répand avec les moyens actuels. Donc, les dernières informations nous disent que le taux d'erreur n'est plus le même qu'au départ, tout évalue. Mais bien sûr, ce n'est pas une sécurité à 100%. Personne ne peut le prétendre aujourd'hui. On n'a pas de vaccin, donc aussi longtemps, nous n'avons pas de sécurité à 100% au niveau des tests. Mais nous sommes très fiers à Luxembourg d'être vraiment à la pointe du progrès pour ce testing. L'État a tout de suite réagi parce que bon, il y a une grande demande, vous savez, mais il n'y a pas de sécurité à 100%, un aperçu du mieux possible. Cela nous permet, si on a des doutes, il vaut mieux être testé positif et on se protège plutôt que de ne pas le savoir. Donc c'est un peu notre approche. Faire en sorte de filtrer du mieux possible qui est porteur du virus et de mettre en place les mesures de sécurité, de prévention. Question d'RTL. Les tests PCR sont une vision instantanée. Est-ce qu'il ne faudrait pas retester les gens de manière régulière? Qu'est-ce qui est prévu? Dans la Convince étude, c'est le cas. Donc, c'est le projet parallèle qui fait son bout de chemin
sur 1818 personnes participent. Ces personnes sont testées de manière régulière. Ils sont sur la prévalence, s'ils ont le virus, et on regarde aussi s'ils ont des anticorps. Et cette étude est faite de manière à faire un suivi régulier. Et je veux remercier les gens qui travaillent sur ce projet. Ce n'est pas toujours agréable, mais je suis content que les personnes soient solidaires et acceptent ceci de manière volontaire. Autre question d'RTL. Que savons-nous aujourd'hui du profil des 3700 personnes qui ont été testées positives? Comment et par qui ont-ils été contaminés? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers ou des gens du même coin? Ce serait important de le savoir lors du déconfinement. Ces études, nous ne les avons pas encore. Ça fait partie de la recherche pour pouvoir faire des comparaisons transversales. Donc, nous regardons dans ces tests de prévalence et nous mettons sur place des échantillons sur base des matricules des personnes. Donc, nous savons quel est l'âge de la personne où ils habitent. Nous travaillons également avec des frontaliers. C'est important pour notre situation à Luxembourg avec pas mal de frontaliers. Donc, nous aurons ces données, nous les établissons, et c'est important de les avoir de manière anonyme, bien sûr, et les mettre à disposition de la recherche qui en tirera des conclusions. Donc, c'est un va-et-vient entre les données que nous récoltons et que nous donnons à la recherche pour les examiner. Donc, et on aura par la suite donc, des retours. Donc, nous avons déjà pas mal de chiffres et on pourra donc tirer les conclusions qui s'imposent du mieux possible. Autre question d'RTL. Le tracing des personnes nouvellement infectées, comment il se fera? Ce tracing se fera sur le même modèle qu'au départ de la pandémie, il y a quelques semaines. À l'époque, on avait des chiffres bas de l'infection. Aujourd'hui aussi, c'est fait par l'inspection sanitaire. On reçoit les informations immédiatement des laboratoires quand une personne est testée positive. C'est une obligation. C'est le tracing manuel. Les personnes sont contactées par l'inspection sanitaire. On regarde qui était leur contact sur les 2 semaines d'avant pour voir s'ils avaient un contact rapproché ou pas. Donc, en fonction de ces informations, l'inspection sanitaire prend contact avec les personnes qui étaient en contact avec les personnes infectées pour, les cas échéants, les isoler. Donc, c'est le même modèle, la même base légale. Une ordonnance est prise par le directeur de la santé qui est un équivalent d'un arrêt de maladie. Donc, s'ils sont positifs, ils sont mis en isolement pendant 2 semaines, avec la double condition que pendant 48 heures, ils ne peuvent pas avoir des symptômes. Donc, en 40 contacts étroits, on prévoit une quarantaine de 7 jours qui peut être arrêtée si la personne peut se faire tester le 5e jour. Au cas où le test est négatif, la personne peut sortir de l'isolement. Et si la personne ne veut pas faire le test, alors il y a de nouveau la règle des 15 jours qui est à observer. Question de RTL et du LAND. Quand est-ce que les médecins et dentistes vont rouvrir leur cabinet, les kinés, les ostéopathes? Je vous informerai de ceci très prochainement ensemble avec le Premier ministre. Nous avons bien progressé. Nous avons encore avoir un échange cet après-midi dans la Chambre et en temps utile, à court terme, vous serez informés. Est-ce que vous avez déjà eu des conclusions? Oui. Question de l'essentiel. Concernant les masques, je la lis en français. Le président à Luxembourg nous a indiqué que les masques qu'ils avaient reçus n'avaient pas de tige en métal pour épouser la forme du nez, mais du plastique, ce qui les rend mous ou pas performants.
de ces difficultés d'utilisation des masques grand public? Anne, si oui, que compte-t-il faire pour rectifier le tir? C'est une information dont je n'ai pas connaissance. C'est le matériel que nous avons acheminé pendant les derniers mois. Il a été testé par rapport à la conformité. Je ne sais pas si le plastique ou le métal fait une différence par rapport à la fiabilité. Je vais poser la question en interne. Je sais que la plupart du temps, il y a des tiges en métal, mais je ne connais pas tous les modèles. Il y a certainement différents fabricants qui utilisent du matériel différent. Question d'RTL 5 minutes. Les tests des élèves et enseignants, dépend-il du ministère de l'Éducation ou de la Santé? C'est un budget mélangé. La première partie, si vous parlez des tests, j'ai déjà dit, ça a été payé par le ministère d'État, acheté par le ministère d'État. 500 000 tests ont été achetés. C'était 4,7 millions. C'est le matériel de test, mais le projet, comme l'a expliqué M. Maïch, c'est un projet de recherche qui est financé par des fonds de recherche. Il y a une logistique derrière qui a son coût. C'est un budget séparé. Difficile à dire ce que coûtent les 7500 pour les écoliers et les enseignants. Donc, mais on peut regarder quel est le chiffre séparé. Ici, on travaille avec des grands budgets, tant au niveau de la santé, et qui sont portés également par le ministère de la Recherche. Et les 4 millions, ça c'est pour la grande capacité de testing, pour se donner cette capacité. Donc là, c'est ce projet qui va aboutir à tester 20 000 personnes par jour. C'est une autre envergure que ce que nous faisons en petit maintenant pour les élèves de première. Question de l'agence France Presse concernant le test à large échelle dans ce pays, de grande envergure. L'organisation pratique de ces tests. Comment cela va se passer en pratique? Il faudra s'inscrire au préalable ou sur Internet, Fragezeichen, et dan faut-il réserver un créneau horaire? Et à partir de quelle date environ espérez-vous que l'ensemble de la population luxembourgeoise sera testée? C'est une question intéressante pour professeur Niebach, pour voir quels sont les déroulements pratiques, où on peut se faire tester, comment y arriver, comment sélectionner les personnes des différents groupes. Donc, on va rassembler les questions et le professeur y répondra. Question de l'essentiel concernant les campagnes des tests, mais vous y avez déjà répondu. Comment isoler les personnes? Vous en avez parlé. Une question de Vox à Madame Lénert. Le chiffre de reproduction, à combien s'élève-t-il à Luxembourg? Autour de 1. Si on regarde les 7 derniers jours, dernier état d'information que j'ai eu ce matin, ça s'est stabilisé à 1%. C'est une bonne base pour le déconfinement. Deuxième question de Vox. Les 5 masques qu'on a reçus dans nos boîtes, est-ce qu'on peut les porter qu'une seule fois? Donc la plupart des gens n'en ont plus. Alors si c'était le cas, est-ce qu'une autre distribution est prévue? À ce stade, ce n'est pas prévu, mais ce n'est pas exclu non plus. On a eu beaucoup de matériel, donc c'était possible d'être très large dans notre distribution. Et aussi pour les sociétés. Donc en Belgique, il y aura un masque par personne, mais en tissu. Mais avec toute la campagne qu'on a lancée, avec le site qui a été mis en place par le ministère de l'Économie,
Donc, il y aura aussi de la production de matériel de protection. Donc, il y aura une activation d'autres canaux. Beaucoup de gens ont déjà des masques qu'ils ont confectionnés elles-mêmes, les personnes elles-mêmes, ou les personnes ont acheté des masques. On a beaucoup de commandes qui sont encore en cours. Ce sont les décisions qui seront prises au fur et à mesure par le gouvernement. Et pour le moment, c'était le geste qui était possible. On a une prévisibilité sur le matériel qui doit être assuré dans le secteur prioritaire, soit le secteur de la santé et des soins en général. C'est là qu'on doit assurer que dans le temps, l'approvisionnement soit assuré. Question du vote. Bon, une constatation. Les personnes qui participent au projet de recherche, ils doivent aller dans le test, faire le test toutes les 2 semaines pendant 1 an. Apparemment, on ne leur donne pas de résultats de leur propre test. Pourquoi on ne leur donne pas leurs propres résultats? Je pense que vous parlez du test Convince. C'est sur une période de 8 semaines, pour autant que je sache, avec des étapes de 2 semaines. Et on aura une première évaluation fin de cette semaine, mais je ne sais pas quelle est la situation au niveau individuel. Il faut que je fasse mes recherches. Je pense que les personnes sont informées quand elles sont testées positives. Oui, ça c'est sûr. Les personnes qui sont positives sont contactées par l'inspection. Donc ça c'est le processus normal. Donc je ne possède pas cette information comme quoi les personnes n'auraient pas de retour du tout. Question du Luxembourg-Galante. Combien de nouveaux cas par jour est-ce que le Luxembourg peut avoir si on veut continuer avec les déconfinements? Bonne question. Ce que nous tenons à l'œil, c'est les nombres de cas dans les soins intensifs. On espère trouver un équilibre entre 60 et 80, mais donner un chiffre plafond, c'est difficile. Donc, on a on a des capacités de réaction à court terme. S'il y avait une grande vague, ce serait possible on a des moyens, mais on a comme but de ne pas avoir de grosses vagues et nous y contribuons en tant que possible. Si on teste de manière large, bien sûr, on aura plus de personnes positives. On ne pourra pas comparer ces tests avec ceux qui ont été testés parce qu'ils avaient des symptômes et qui se sont fait tester par la suite. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Et ensuite, on regardera les cas à côté. Parce que sinon, on aurait l'impression que les tests, les nombres, les chiffres explosent. Donc, on doit faire attention à ce phénomène. Hein. Donc, ce qui est important, c'est la corrélation entre les nouvelles infections. Donc, plus on teste, plus on aura des personnes positives. Mais il faut voir comment ça se reflète sur le délai qu'on a fixé entre 1 ou 2 semaines. On a un effet sur les hospitalisations. Donc, il y a un léger décalage dans le temps. Donc, et ça sera une indication pour la gravité de la situation. Et là, on pourra faire le calcul de ce que ça veut dire pour notre système de santé. Autre question du Luxembourg-Galante. Stratégiquement, quel est le but du gouvernement avec tous ces tests? Vous dites qu'il faut regarder les clusters il y a quelques semaines. Vous avez dit aller faire des recherches par cluster, ça n'avait pas de sens. Le virus était présent. Expliquez votre approche sanitaire et ce que ça doit amener au niveau des confinements. Chercher des clusters, que ça n'avait pas de sens, c'était différent, c'est une question différente. On nous avait posé la question de savoir s'il y avait des centres de gravité importants. Et là, j'ai dit, sur un territoire, ça ne fait pas de sens. C'est important dans un grand pays, bien entendu. Et moi, ce que j'avais dit, c'est le virus est dans ce pays, il faut être prudent, il peut se répandre rapidement parce qu'on a un territoire relativement petit. La stratégie est très claire au fur et à mesure des moyens que nous avons. Et c'est toujours le goulot ici. Nous avons le matériel
c'est pas seulement le test, il faut aussi avoir le matériel, il faut avoir les ressources humaines pour effectuer le testing. Donc nous adaptons aux moyens que nous avons et nous voulons tester de manière large pour avoir le meilleur aperçu possible du virus dans la population, donc pour comprendre sa propagation, mais aussi pour pouvoir tester, isoler les personnes. C'est le meilleur chemin pour endiguer la propagation, à côté des gestes barrières, bien sûr. Donc ça, c'est notre stratégie. On procède de manière étape par étape. Donc, on a donc testé de manière plus intensive dans les secteurs des soins où les personnes sont en contact avec les malades, aussi les nouveaux secteurs qui s'ouvrent. Et troisièmement, dans les maisons de soins elles-mêmes, où donc les tests ont déjà été faits maintenant à large échelle. Donc il y a une priorisation en fonction des moyens dont nous disposons. Question de Luxembourg-Hollande. Est-ce correct que les élèves du lycée agricole peuvent se faire tester à Barnard pour l'école hôtelière? Ils peuvent se faire tester aussi à Barnard à partir de 7 h du matin. Est-ce que ce n'est pas irréaliste comme moment? On a fait une répartition, bien sûr. Il faut faire beaucoup de tests pour beaucoup de personnes. Avec la capacité de test que nous avons, c'est différent d'une grande capacité. Si ça était le cas, on pourrait avoir d'autres horaires, mais je pense que maintenant, c'est une super possibilité pour que chacun puisse se faire tester, avoir la situation en main et pouvoir commencer l'école avec une garantie que rien ne peut se passer. Donc, ce déplacement à 7 heures vaut la peine. Autre question du Tageblatt. Qu'est-ce qui se passe exactement quand un élève à l'école est testé positif? Est-ce que les personnes de contact, les parents sont renseignés? Est-ce que tous les autres élèves du même groupe sont mis en quarantaine? Si c'est le cas, si un élève est testé positivement, la formation va à l'inspection sanitaire qui contacte les personnes, qui donne les explications nécessaires. Et bien sûr, il y aura un retraçage, comme Mme Lehnert l'a expliqué tout à l'heure. On regarde l'environnement étroit. Ces personnes devront s'isoler, seront testées. Et si ces personnes sont testées négatives, elles sortent avant. La radio 100,7 demande, ces nouveaux tests commencent. Sur quoi reposent les mesures de déconfinement qui ont été annoncées? Il y a un certain nombre de scénarios. Pourquoi ces scénarios? Si on déconfine le 4 mai, ce n'est pas une option réaliste. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui ne sont pas connus par le public? Donc, vous voulez dire les calculs? Sur quoi reposent les mesures de déconfinement qui ont été annoncées si les tests ne font que commencer? Mais on avait des chiffres déjà auparavant qui ont été publiés régulièrement, qui ont été échangés ensemble avec la recherche. Donc ces exercices ont été faits au fur et à mesure qu'on avait les données. On a déjà fait beaucoup de tests. Je vous dis encore que nous sommes le pays en Europe qui teste le plus et de loin. Donc sur base des données disponibles jour par jour, c'est actualisé tous les jours. Donc on fait des projections. Plus on a de données, plus les projections vont être correctes. Mais sur les données qui sont publiques, qui sont disponibles, sur base de ces données, on a bien fait les projections. Donc, ce sont des conclusions, donc ce sont des calculs assez complexes. On regarde le délai entre l'infection, entre le moment où ça se reflète dans notre système de santé. Donc, on tire des conclusions sur ce qu'on voit dans les hôpitaux, par rapport aux infections de départ. Donc, c'est un exercice qui n'a pas commencé maintenant, donc qui existe déjà.
plus nous avons d'informations, nous avons une meilleure base. Mais au départ, la base n'était pas si mal que ça, parce qu'on a pu donc rassembler les différentes données dont nous disposions et les évaluer ensemble. Autre question de la radio 100,7. Pouvez-vous donner un aperçu chaque fois qu'il y a un résultat intermédiaire des différents projets, quand ils sont présents et sous quelle forme se présentent ces résultats et comment elles influent sur la décision du gouvernement? Pour répondre à cette question, la première grande étude, c'est l'étude Convince. On aura un résultat intermédiaire fin de cette semaine. On communiquera sur ces résultats. Mais pendant une phase de test, nous n'aurons pas de conclusion. Donc, pour les maisons de soins, je voulais dire, on a testé une partie du secteur. Donnons le temps aux différents projets et on tirera les conclusions au bon moment. Donc, les premiers résultats de la première série de tests sortira donc fin de cette semaine. Pour d'autres séries, nous donnerons bien sûr des informations. Encore 2 questions. Et puis, j'en aurai pour le professeur. Reporter demande à Madame Lehnert, il y a quelques semaines, quelques laboratoires ont confirmé que le matériel pour les tests était difficile à recevoir. Comment obtenir le matériel s'il y a 20 000 tests qui sont faits? Il y a toujours une problématique qui existe. Il y aura des goulots d'étranglement, bien sûr. Et les tests, les kits de tests et de réaction font partie du matériel critique dans le monde entier. Je ne peux pas vous cacher que ça risque d'impacter le projet. On a une planification ambitieuse, on travaille avec les partenaires, on pense qu'on va y arriver. On n'a pas de garantie à 100% non plus. On n'a pas tout qu'il faut donc stocker tout de suite là. Il y en a des choses, on s'adapte aux situations. On a un partenaire qui nous aide avec la logistique, mais nous sommes dans la même situation que les autres pays voisins. Il y a des produits qui sont difficiles à obtenir. Question du quotidien. Qui définit les contingents pour les testings à grande envergure? Une question pour M. Nepas. Autre question du quotidien. Envisage-t-on de faire des autopsies pour avoir une meilleure vue des personnes décédées du Covid-19? Non, ça n'existe pas. Nous avons recommandé, nous avons fait des tests post-mortem, uniquement s'il y a des suspicions, mais c'est fait par un frottis, pas par une autopsie. Question du Tageblatt. Qu'en est-il du tracing, du suivi, de qui était en contact avec qui, pour mettre en quarantaine ces personnes? Quel est le dispositif et quelle est la méthodologie? Le dispositif est le même qu'au départ de la crise. L'inspection sanitaire a la compétence de se faire. Ça s'est fait par téléphone. On a une structure, on a 25 personnes qui sont actives lors du déconfinement. Ce ne sont pas seulement des personnes internes, mais des personnes que nous avons recrutées par des CDD, et nous établissons des lignes de garde pour que ce système soit performant et puisse être étendu si nécessaire. On leur donne une petite formation de base, et puis c'est un service qui tourne autour de l'inspection sanitaire, et ce sera le cas pendant les semaines et les mois à venir. Alors maintenant, une série de questions au professeur Nibas.
question de l'agence France Presse, M. Nirbas. Quelle est l'organisation pratique de ces tests à grande échelle? Pouvez-vous expliquer? La logistique de ces tests est un défi, bien sûr. On pourra donc faire 20 000 tests par jour en faisant en sorte que la capacité de l'analyse peut être faite. Nous aurons des stations de test, des drive-through principalement, à plein d'endroits au pays où les gens pourront faire donc les tests sur place. Donc pour effectuer les tests, donc on a les stations de tests, c'est faisable. Il faut que les tests soient assez sensibles pour détecter les personnes symptomatiques et positives. Avant, ce n'était pas le cas, donc c'est une différence. Dû à ces tests, on va réduire le chiffre. On pourrait, sinon, on pourrait le faire uniquement en attendant. Question d'RTL. Est-ce qu'il y a des premiers résultats de l'étude Convince? Qu'est-ce qu'il en sort? Combien de personnes ont déjà des anticorps? Nous sommes très contents de l'étude Convince. La cohorte que nous avons recrutée a très bien marché. Donc, la première partie a été conclue la semaine dernière. Donc, il faut donc avoir une représentativité pour toutes les parties de la population. Les tests quantitatifs PCR ont été reportés. Les tests sérologiques seront effectués par le LMS jusqu'à la fin de la semaine. Nous savons que l'étude a bien fonctionné, mais faire déjà des déclarations à ce moment avant que les analyses soient faites, je serais prudent. Donc, je me reporte au professeur Kruger qui vous informera fin de semaine. Tag Black demande si vous avez suffisamment de participants à l'étude pour l'étude. Et si oui, combien de personnes participent pour cette étude? Toutes les personnes qu'il nous faut, on les a trouvées. Ça s'est bien arrangé. Donc, nous avons bien travaillé avec les collègues du NLS. Donc, nous avons 1580 personnes, je pense. Pour un groupe de population, il y a une sous-représentativité. Donc, on a donc invité quelques personnes de plus. L'étude est complète, donc est en route de manière complète comme prévu. Reporter demande, d'où trouvez-vous le personnel pour permettre ces tests avec les 17 centres de tests? C'est un défi au niveau logistique, bien sûr. Nous avons reçu le mandat d'aider à l'organisation. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire les tests. Nous n'avons pas de mandat non plus. Et nous ne sommes pas des logisticiens. C'est pour ça que c'est important, après avoir reçu le mandat du gouvernement vendredi dernier, donc on a immédiatement fait des contrats avec des partenaires privés. Nous avons considéré la situation. Il y a des partenaires logistiques qui également mettent à disposition du personnel. Donc, cela veut dire des personnes formées de manière médicale. Dernière question, RTL. Il y a 200 000 frontaliers qui passent la frontière tous les jours. Font-ils partie de la stratégie à grande échelle? Je pense qu'il est très important que les personnes qui bougent, se trouvent à Luxembourg, qui soient testées, quelle que soit leur provenance. Si on est positif, on peut contribuer à infecter les autres. On sait que dans les pays avoisinants, la situation n'est pas aussi positive qu'à Luxembourg. La population ici
c'est tenu de manière stricte à ces préceptes. Il y a des pays où les valeurs sont plus importantes. Donc il y aura donc plus de personnes asomatiques qui viendront d'autres pays à Luxembourg. Donc de mon côté, ce serait important que les frontaliers soient également testés. Toute dernière question du Luxembourg-Hollande. Avant de terminer cette conférence de presse, que dit la recherche par rapport à la transparence quant à la composition de la task force, les noms de recherche des chercheurs, par exemple, des données, etc. Est-ce que ces données seront mises à disposition par d'autres chercheurs? Je pense que les participants à cette task force, il y a 13 work packages avec chaque fois un leader. Je pense qu'on peut effectivement donner des noms de cette personne. Moi, je suis le porte-parole, mais je ne suis pas la personne qui a élaboré le tout et conçu le tout. Donc, je veux bien mettre les noms en avant sur une page web, notamment. Ça peut être rendu transparent sur notre site. Donc, après les chiffres, c'est le gouvernement qui doit décider s'il veut publier ou pas. Je pense que la méthodologie devrait être publiée pour pouvoir la mettre en question.